Avec notre invitée Vera Grandseva, elle est politologue enseignante à Sciences Po. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous ce soir. C'est vrai qu'on ne pensait pas forcément à Vladimir Poutine, mais si, c'est bien lui qui tire son épingle du jeu. Est-il, à votre avis, Vera Grandseva, le grand gagnant de cette guerre au Moyen-Orient? Ou l'un des grands gagnants? La situation est beaucoup plus complexe pour Vladimir Poutine. Je trouve que pour lui, c'est plutôt un défi, cette guerre. Même si au court terme, bien évidemment, il va jouer sur le prix de pétrole qui ont été augmentés pendant une période assez courte. D'ailleurs, ils sont déjà descendus. Ils sont redescendus, mais a priori, ils risquent de remonter un peu. Oui, mais quand même, il y a les sanctions qui restent. Ce n'est pas que les sanctions américaines qui sont en place. Donc, même si Donald Trump enlève partiellement certaines sanctions, ça ne va pas impacter d'une façon générale le marché énergétique et surtout l'attitude envers les sanctions, le pétrole russe et l'exploitation russe. Donc, non, ça ne va pas changer d'une façon significative. Les problèmes russes de son économie sont assez graves, ils sont assez structurels et assez profonds. Et cette petite montée des prix, la Russie va en profiter, mais ça ne va pas changer, par exemple, les relations stratégiques entre la Russie et la Chine, qui achètent beaucoup du pétrole russe, mais avec des remises très importantes. Ah, donc la Chine va continuer à avoir un pétrole bradé. Vous ne pensez pas que ça va se répercuter sur le prix du pétrole que Vladimir Poutine vend en Chine? Je ne crois pas pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, bien évidemment, la Chine est intéressée dans le pétrole russe pas cher. Donc, ce n'est pas dans son intérêt d'augmenter les prix. Après, c'est dans l'intérêt de Poutine, néanmoins, de renégocier. Oui, mais le marge de manœuvre dans les négociations avec la Chine, pour Poutine, est très, très petite et très, très étroite. Donc, la Chine, aujourd'hui, contrôle beaucoup l'économie russe. La Russie est devenue très dépendante de la Chine. Donc, pour Vladimir Poutine, négocier, quel levier il aura sur la Chine? Pas un grand levier. Il faut aussi se rappeler que la Chine a des réserves de pétrole qui sont très, très importantes, qui peuvent lui faire, en fait, remplacer l'importation du pétrole pendant 80 jusqu'à 200 jours. Donc, même si la Chine, bien évidemment, va aussi s'inquiéter à propos de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, néanmoins, il a aussi une sorte de plan prévu pour ne pas dépendre de ses fournisseurs et ne pas leur donner un levier dans les négociations contre eux. Et lorsque Trump, on l'a vu, autorise par exemple l'Inde à importer du pétrole russe pendant un mois, peut-être pendant plus longtemps, vous dites que l'impact sur l'économie russe ne sera pas si significatif. Il y a peut-être un impact politique de savoir que, à nouveau, Trump et Poutine se sont finalement téléphonés sur ce sujet du pétrole, alors que la Russie est un allié de l'Iran. Quand même, il y a un petit bémol dans un appel entre Trump et Poutine qui est très simple. Ce qu'on connaît, que finalement la Russie a partagé les données du renseignement avec l'Iran, qui ont permis à l'Iran de taper sur les bases militaires américaines. C'est ce que dit la presse américaine. Hein. Oui, exactement. Mais bon, il y a plusieurs signaux qui nous prouvent en fait que c'était le cas. Donc aujourd'hui, bon, pour Trump, la Russie d'un côté, c'est pourquoi si vous allez écouter ce que Trump a dit sur la Russie, il a refusé tout rôle de la Russie comme négociateur et il a dit à Vladimir Poutine de d'abord résoudre le problème quand même en Ukraine et après essayer de se présenter sur la scène au Proche-Orient comme un médiateur. Donc non, je trouve que quand même les Américains, et on voit qu'il y a déjà un débat dans la société américaine, dans les élites politiques américaines, quel rôle joue vraiment la Russie et est-ce que la Russie joue contre les États-Unis au Proche-Orient aujourd'hui en aidant l'Iran? On va écouter justement Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur le sujet des sanctions, levées ou pas. Le président français, lui, ne souhaite pas lever les sanctions sur le pétrole russe. On l'écoute. Nous avons acté également dans ce G7 que cette situation ne justifiait en aucun cas de lever les sanctions qui existent à l'égard de la Russie, qu'elle devait continuer cette situation ne devait pas évidemment réduire notre attention à l'Ukraine, au soutien à l'Ukraine et à la clarté que nous avons en termes de sanctions à l'égard de la Russie. Et donc nous allons maintenir nos efforts et plusieurs d'ailleurs d'entre nous ont pu saluer l'implication des Ukrainiens qui sont très rapidement venus en soutien de beaucoup de pays du Golfe pour leur apporter leurs capacités et leurs innovations en termes de lutte antidrogue. On voit à quel point la guerre en Ukraine vient télescoper cette guerre au Moyen-Orient. Donc, votre réaction sur la France, pas question de lever les sanctions là-dessus. Vous attendiez à une telle réaction d'Emmanuel Macron?
Oui, bien sûr, les sanctions contre la Russie ont été imposées à cause de la guerre qu'elle mène contre l'Ukraine. Donc, tant que Poutine va continuer à frapper l'Ukraine, à tuer les civils tous les jours, à bombarder ce pays, les sanctions vont continuer à exister contre la Russie, vont continuer à nuire à la Russie. Et même, en fait, quand les États-Unis parlent de la levée des sanctions, ils parlent d'un levée assez partielle. Temporaire, qui vont plutôt jouer contre Vladimir Poutine parce que ça va aider à stabiliser les prix de pétrole au niveau international. Donc, Poutine ne pourra pas profiter de ces spéculations qu'on a vues depuis quelques jours. Donc non, l'euro, bien évidemment, vu que la guerre en Ukraine touche directement les intérêts européens, touche sa sécurité, ne va pas lever les sanctions. Et les États-Unis aussi, même s'ils vont soulager un tout petit peu de façon temporaire les sanctions, ils ne vont pas non plus lever tout et aider Poutine à continuer cette guerre en Ukraine. On apprend à l'instant d'ailleurs que Dmitriev va se déplacer en Floride pour justement rencontrer un certain nombre de membres de l'administration Trump, pardonnez-moi. On vient de l'apprendre, donc il y a tout de même des tractations en cours, manifestement, entre les Russes et les Américains. Mais en fait, il y avait les négociations, juste on a un peu oublié parce qu'il y avait cette crise au Moyen-Orient, mais en fait, il y avait les négociations qui continuaient en Arabie Saoudite depuis 2 semaines. Et effectivement, même sur l'Ukraine. Oui, sur l'Ukraine. Donc les échanges ont continué entre 3 parties, entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Bien évidemment qu'au niveau diplomatique, Poutine essaie de jouer le jeu, il essaie de montrer qu'il peut gagner quelque chose. Mais sur le plan réel, on voit que ça ne peut pas lui apporter beaucoup. Ça va peut-être combler des petits trous dans son budget, mais le trou qui existe aujourd'hui dans le budget russe, il est énorme. Et ces petits argents qu'elle va gagner en spéculant sur le prix du pétrole, ils ne vont pas aider l'économie russe qui souffre beaucoup sous les sanctions. Volodymyr Zelensky, tout de suite, a dit qu'il pouvait vendre les intercepteurs ukrainiens aux pays du Golfe, mais pas seulement, puisque un certain nombre, il dit que 12 pays, me semble-t-il, 11 ou 12 pays lui ont demandé justement ces intercepteurs. Est-ce que là, l'Ukraine montre qu'elle a un atout, qu'elle dispose d'un atout qu'elle peut vendre finalement? C'est un peu inversé finalement. On ne vend plus l'arme aux Ukrainiens, c'est eux qui finalement vont proposer leurs intercepteurs. Qu'est-ce que ça dit politiquement? Exactement. C'est d'autant plus intéressant qu'en été 2025, à l'Ukraine, Zelensky personnellement proposait ses capacités, par exemple avec les drones et avec les intercepteurs aux États-Unis, notamment pour contrer la Russie au Proche-Orient. Et à l'époque, sa proposition a été rejetée. Trump l'a perçue comme un peu une flatterie ukrainienne et une possibilité d'en profiter des États-Unis. Et aujourd'hui, on voit que les États-Unis eux-mêmes ont dû se tourner vers l'Ukraine pour effectivement demander à leur savoir-faire qu'ils ont gagné dans cette guerre avec la Russie. Donc aujourd'hui, effectivement, on voit que non seulement l'Europe peut aussi apprendre beaucoup des Ukrainiens, mais aussi les États-Unis et les pays du Proche-Orient. De leur expérience, justement, sur les drones. En même temps, Zelensky s'inquiète que les patriotes qui sont utilisés, justement, par les États-Unis dans la guerre contre l'Iran ne soient plus, justement, transférés vers l'Europe et donc vers l'Ukraine. Ça, c'est une vraie inquiétude. C'est un vrai risque pour l'Ukraine, qu'il y a quand même certains armements qu'ils pouvaient recevoir depuis déjà un moment d'Israël. D'ailleurs, il y avait les négociations qui ont eu lieu entre l'Ukraine et Israël n'a pas donné finalement ses patriotes. Et les États-Unis aussi, maintenant, devront aussi envoyer plus à Israël, au Proche-Orient. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité du complexe militaire industriel américain. Quand même, leurs capacités, elles sont énormes. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, ils sont intéressés de vendre plus et d'avoir plus d'acheteurs dans le monde. Donc, peut-être ça va pousser à la production américaine pour augmenter leur cadence et pour fournir finalement plus au monde, notamment à leurs alliés au Proche-Orient et aussi en Europe. Est-ce que vous pensez que cette guerre au Moyen-Orient fait tout de même oublier la guerre en Ukraine? Et vous parliez de tractations entre les Russes et les Américains, mais on voit bien que Volodymyr Zelensky essaye à nouveau d'exister sur la scène diplomatique et pas seulement pour vendre ses intercepteurs. Au niveau médiatique, bien évidemment que l'attention aujourd'hui est tournée vers l'Iran. C'est normal parce qu'il y a une nouvelle page dans cette confrontation entre Israël et les États-Unis d'un côté et Iran de l'autre côté. Mais au niveau des leaders politiques, quand même, bien évidemment, il y a les deux sujets qui restent aussi importants. Donc on ne peut pas imaginer que les leaders européens vont oublier la guerre en Ukraine juste parce qu'il y a un autre conflit au Proche-Orient. D'ailleurs, la guerre au Proche-Orient a commencé déjà depuis 2023 quand même. Et ça n'a pas arrêté l'aide à l'Ukraine,
ça n'a pas rendu le conflit en Ukraine moins important pour l'Europe et pour ses alliés dans le monde entier d'ailleurs, parce qu'il y a aussi d'autres alliés dans le monde entier. Donc non, je crois qu'au niveau médiatique, effectivement, on peut avoir oui, parce que l'Europe commence aussi, on voit que la France a déplacé son Charles de Gaulle vers la Méditerranée orientale, enfin, elle se focalise aussi, elle focalise ses moyens maintenant. C'est certains moyens, mais l'Europe aussi a assez de moyens pour les répartir entre les priorités. Et l'Ukraine reste la priorité parce que la guerre en Ukraine touche directement le sol européen et les intérêts vitaux européens. Donc non, ça ne va pas, à mon avis, changer la donne d'une façon dramatique ou significative, mais ça va bien évidemment demander plus d'efforts du côté des leaders américains et européens. Oui, est-ce que Donald Trump ne risque pas d'oublier encore un peu plus Volodymyr Zelensky dans un tel contexte? Non, je crois que l'équation est beaucoup plus complexe et Trump aussi comprend que la Russie est partiellement impliquée dans la guerre au Proche-Orient et la Russie continue à mener la guerre contre l'Europe et l'Europe est aussi importante pour le Proche-Orient et pour Trump. Donc tout ça c'est lié. C'est pourquoi je veux encore rappeler que quand Poutine s'est présenté comme médiateur auprès de Trump très vite lui a montré que sa place était en Europe et que d'abord il devait résoudre le conflit en Ukraine et pas se mêler des affaires au Proche-Orient. Donc non, tout ça c'est mélangé ensemble, c'est mixé comme ça. Et bon, il faut aussi se dire que quand même les leaders mondiaux sont capables à mener plusieurs jeux aux différents niveaux. Donc c'est pas quelque chose de nouveau d'ailleurs. Est-ce que Poutine pourrait être amené à intervenir de manière plus significative auprès des Iraniens, à votre avis ? À mon avis, ça va être compliqué pour Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas beaucoup de ressources pour le faire. Regardez ce qu'il a pu faire quand le régime en Syrie a été renversé. Rien, parce qu'il n'avait pas de ressources, ni militaires, ni financières. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ça que les Iraniens lui reprochent, qu'il n'a fait rien d'une façon réelle sur ce front. Donc, il ne peut pas aider plus que ça, que peut-être partager leurs renseignements. Peut-être il va essayer de fournir quelques armes, mais on sait que la Russie elle-même a besoin beaucoup des armes pour mener sa guerre en Ukraine. C'est pourquoi, d'ailleurs, il n'a pas pu livrer des armements à l'Inde, et certains contrats n'étaient pas réalisés, finalement, entre la Russie et l'Inde. Donc non, aujourd'hui, Poutine est embourbé dans la guerre en Ukraine et il ne peut pas vraiment jouer sur plusieurs tableaux. Toutes les ressources de la Russie sont consommées par la guerre que Poutine mène en Ukraine. Merci Vera Grandseva d'avoir été dans Question Directe ce soir, politologue et prof à Sciences Po.